Vous allez entendre un cours de Monsieur Larvel, professeur de philosophie à l'Université de Paris X Nanterre. L'homme et la philosophie. Première partie. L'homme est-il intéressé à la philosophie ? Peut-être sommes-nous tous nés dans la philosophie. C'est du moins ce que, comme enfants des Grecs, c'est-à-dire comme philosophes, nous disons, c'est ce que nous croyons. Et c'est probablement ce qui expliquerait aussi le trait d'esprit, la raillerie dont on accable les philosophes. De la philosophie qui veut tout définir, impossible de donner en général une définition. D'elle qui par principe veut tout penser, nous pouvons penser seulement qu'elle est impensable. À la manière de la naissance, et c'est peut-être une bonne comparaison de rapprocher la philosophie et la naissance, à la manière de la naissance qui nous précède à jamais, qui nous enveloppe, à la manière de la venue au monde qui nous fait finis, elle serait une dette que tous nos efforts, si ce n'est peut-être l'effort ultime de mourir, ne pourraient rembourser. Pourtant, ce ne sont pas les tentatives de la définir qui manquent. On s'y est essayé par ses objets, par l'âme, par le monde, par Dieu, la liberté, etc. On s'y est essayé également par ses énoncés. Tout est haut, Thalès de Milet, je pense donc je suis, Descartes, etc. On s'y est essayé encore par ses œuvres, par ses systèmes, par ses problématiques, c'est-à-dire de manière beaucoup plus subtile que les précédentes. On s'y est essayé également par ses émotions, par ses affects, l'étonnement, le doute, l'angoisse, l'ivresse aussi, Dionysos, et la joie. Et enfin, de guerre lasse, assez récemment, on s'y est essayé par une formule qui, à vrai dire, ne résout rien. Il n'y a pas de philosophie, il y a seulement des philosophes. Rien de cela, évidemment, ne suffit. Encore faut-il apercevoir pour quelle raison. La chasse aux philosophes est une chasse interminable, et sans doute est-ce le chasseur lui-même qui est le vrai philosophe. Les définitions précédentes sont deux fois insuffisantes. Elles sont à la fois trop vagues et trop particulières, trop larges et trop restreintes. Ces listes sont interminables en réalité, on les arrête toujours trop tôt, croyant mettre plus facilement ainsi la main sur le philosophe. Et ensuite, n'importe qui, au fond, peut revendiquer ces définitions, et il ne suffit pas de parler le philosophique, le jargon philosophique, pour être autre chose qu'un robot qui dit « je pense donc je suis », parce qu'il a été correctement programmé. On peut mettre un terme sans doute tout provisoire à ces difficultés, quitte à les recommencer autrement, en remarquant que, pour obtenir ce qu'on appelle en général la philosophie, il faut ajouter quelque chose à ces définitions. Il faut leur ajouter un complément, ou un supplément plus exactement, le supplément d'une certaine manière, d'un certain style ou opération de pensée qui, probablement, n'était pas donné avec ces listes. Peut-être est-ce un certain usage supplémentaire du langage ordinaire, usage que j'appellerais volontiers de fait, que les Grecs ont appelé logos. Il ne peut s'agir du simple exercice de la réflexion. N'importe qui réfléchit sans être pour cela philosophe. Disons alors une réflexion réglée et travaillée, oui, mais pas n'importe comment. Par quelles règles ou par quelles contraintes, par quelle grammaire en quelque sorte, parle-t-on le philosophique ? Eh bien, je dirais par les règles de la fête, justement, ou du luxe, peut-être. Car la fête a encore ses lois. La fête est un bon tour joué à des règles un peu obtuses par d'autres règles plus éclairées. Dès ses origines, la philosophie est une fête, c'est-à-dire un supplément aux choses ordinaires, au savoir quotidien de la perception, aux vicissitudes de la politique. Cela se voit, je crois, tout de suite, sur l'opération essentielle qui a défini le philosophé chez les Grecs. Philosopher, c'est d'abord essentiellement dépasser, c'est transgresser l'expérience quotidienne. C'est se donner un espace supplémentaire de possible. On pourrait dire aujourd'hui un espace de libre respiration. C'est au fond mettre du jeu dans les contraintes qui font l'ordinaire de la pensée, qui font la quotidienneté de la pensée. La philosophie n'est pas que cela, mais c'est au moins cela, une sorte de désordre, nécessaire d'ailleurs, une sorte de désordre bouté à la banalité quotidienne, l'anarchie profonde, quoique insidieuse, de la pensée, la destruction d'une certaine manière des habitudes quotidiennes.
En réalité, cette opération n'est pas simple, mais avec elle nous tenons probablement quelque chose comme le geste initial de la philosophie qui est d'être, au sens plein du mot, une décision, une rupture inaugurante d'une autre pensée. On dirait volontiers, et je pense par là à la fête, l'inauguration continue de la pensée. Essayons alors de mieux pénétrer dans cette opération. Philosopher, c'est d'abord tracer une ligne de démarcation. C'est tirer une frontière, faire un travail, disons, de cartographe et parfois de topologue. Mais c'est faire ce travail d'une manière très particulière, d'une manière qui n'est ni tout à fait politique ou militaire, ni tout à fait géographique ou géométrique. Et dans tous ces domaines, pourtant, il est question de frontières. Le philosophe, en effet, divise l'expérience quotidienne, mais il ne la divise pas comme on divise les jours de fête, justement, un champ, un gâteau, parfois un héritage. Il a sa manière à lui de partager, et elle suppose une sorte de torsion très particulière et très difficile à saisir. C'est bien le champ de l'expérience qu'il divise, disons, en deux. Mais en même temps, il s'en écarte globalement et veut dépasser ce champ en totalité, en entier. C'est-à-dire que le philosophe distingue, en général, ou commence par distinguer, entre une réalité imparfaite, ordinaire, trop répétitive ou trop fuyante, et une toute autre réalité à laquelle il s'identifie et qui, elle seule ou par excellence, peut être dite autre que l'ordinaire et qui est la réalité authentique, ce que les philosophes vont appeler par exemple l'être, la substance, l'esprit, la volonté de puissance, etc. Eh bien, c'est là, je crois, une décision très étonnante. Étonnante parce qu'elle est sans équivalent dans l'expérience commune, dans le monde ordinaire, et parce qu'elle est fondée sur l'autre du monde ordinaire, sur l'autre de l'expérience commune. Mais elle est paradoxale parce qu'elle reste intimement en rapport avec l'expérience qu'elle dépasse. Ce qui explique qu'elle est une suite inversée. Philosopher, en effet, ça n'est pas seulement faire sécession ou faire scission, ça n'est pas seulement être un dissident du monde commun. Je dirais que le philosophe simule l'abandon de poste pour mieux faire retour à ce qu'il avait dépassé. Il simule l'aventure, la perte corps et biens, pour, depuis ce détour ou depuis ce suspens, retourner, mais sous d'autres conditions, qui sont maintenant selon lui les conditions de la vérité, pour retourner vers le monde quotidien, pour apporter à celui-ci ce dont il manquerait et que les philosophes appellent de plusieurs noms, qui ne sont d'ailleurs pas des noms absolument identiques, pas des synonymes. Ils appellent cela le sens d'abord, ils appellent cela ensuite la vérité et enfin la valeur. Contrairement à ce que dit la malveillance, le philosophe, je crois, descend dans le monde. Il ne s'en éloigne que dans l'intention d'y venir ou d'y revenir, mais d'y revenir sous d'autres conditions. La philosophie est la seconde venue au monde, celle qui achève la première. Alors voilà une opération complexe, je crois, et finalement plutôt bizarre. C'est celle d'un cercle, visiblement d'un cercle, puisque l'on part de l'expérience pour y revenir. Mais un cercle, comme vous remarquerez, qui est tout à fait ouvert, qui est brisé à des degrés divers selon les philosophies. On l'appellera, pour faire court, ce cercle, la décision philosophique. Et c'est elle, au fond, ce supplément au langage dont on parlait tout à l'heure, et que les Grecs ont baptisé logos. C'est donc, je crois, un invariant, ce qui veut dire qu'elle appelle d'infinies variations à travers l'histoire, selon l'idée que chacun d'entre nous, chacun d'entre les philosophes, peut se faire de l'expérience qu'il s'agit de dépasser, de l'autre qui la dépasse et du retour qui y est fait, etc. La tradition philosophique, on pourrait la symboliser par une corde à 3 brins à laquelle chaque philosophe imprime une torsion et aussi un relâchement supplémentaire. Pourquoi 3 brins ? Eh bien, parce qu'il y a l'expérience ordinaire à quitter, le mouvement de la quitter et enfin, troisièmement, le mouvement d'y retourner ou d'y revenir. Parce que tous les philosophes, depuis les plus primitifs, à peine perceptibles encore sur l'horizon grec, jusqu'aux plus récents qui animent la scène, ne se sont jamais en réalité posé qu'un seul problème, un problème vraiment insistant qui anime toute la tradition.
Ce problème, c'est celui de l'unité des choses opposées, c'est-à-dire de deux choses opposées, ce qu'on pourrait appeler encore le couplage ou la synthèse des contraires, la conjugaison des termes isolés. Il y a cercle parce qu'il y a toujours deux opposés, plus le moment de leur unité. Un philosophe, par exemple, ne se laisse pas aller à l'alternance du jour et de la nuit. Il ne prolonge pas le sommeil de la nuit par l'indolence du jour. Il posera leur unité et il la pensera avec leur opposition. Ce que la vie quotidienne laisse à son isolement ou à sa solitude, il va l'insérer, l'intégrer dans un réseau plus vaste qui repose lui-même dans une unité dont il nous dit qu'elle est supérieure à la diversité des choses. Voilà donc pourquoi cette pensée finalement simple et difficile, qui ne cesse de se célébrer elle-même, est une fête, pas une fête particulière, mais je dirais même l'essence de la fête. Il y a d'abord, à l'origine de la philosophie, une sorte de nausée devant ce qu'il faudrait appeler, devant ce qu'on a appelé la bouillie du quotidien, où tout est inachevé et où tout se passe en petits combats sans issue. Ensuite, il y a l'instauration d'un ordre supplémentaire, ou d'un jeu, mais d'un jeu qu'on n'a jamais joué dans le monde. Et il y a enfin, troisièmement, la reconnaissance que c'est là une frange, un bord, je dirais volontiers un feston, mise aux choses. C'est la joie de l'envol, mais de l'envol en vue du survol, du retrait en vue de la meilleure contemplation du monde. Tout philosophe, même lorsqu'il est soucieux, et en général il est soucieux, de limiter la métaphysique, de limiter justement l'envol par le survol, jouit une première fois du dépassement, c'est-à-dire du méta de la métaphysique, de l'au-delà, et jouit une seconde fois du panorama très somptueux qu'il s'offre avec le monde ou avec l'expérience en totalité. Toutefois, le bonheur du philosophe est-il si uni et si parfait? Si la philosophie est une seconde naissance, une venue au monde depuis son au-delà, n'est-elle pas aussi, comme toute naissance, un malaise qui accompagne interminablement la vie de l'individu? Si naître est une faute, comme le supposaient d'anciens Grecs, renaître, fût-ce dans la pensée, et pour effacer cette première faute, ne donne-t-il pas à l'homme une culpabilité supplémentaire? Avons-nous le droit de dire, irons-nous jusqu'à dire, il aurait mieux valu pour l'homme ne pas philosopher, pas plus que naître? Peut-être pas, nous n'irons peut-être pas jusque-là. Toutefois, il ne faut pas craindre de sonder le cœur et les reins du philosophe. Transgresser, puisque c'est là le cœur de l'opération philosophique, transgresser l'expérience est donc la promesse d'une joie. Mais s'il faut diviser, ou s'il faut séparer pour pouvoir transgresser, alors c'est aussi une tristesse. Non seulement il y a le mal, ou l'imperfection ordinaire, mais chez le philosophe s'y ajoute la douleur de la séparation, promesse et praxis de la mort. Il y a toujours eu, je crois, de secrètes affinités, et parfois plus que de secrètes affinités, entre tragédie et philosophie. La philosophie, en effet, ne conquiert l'unité que par la scission. Elle ne la relance qu'en la repoussant. De là son caractère d'opération impossible, et pour cela voulu, car la philosophie est voulue justement parce qu'elle est impossible et parce que c'est une aporie. Donc son caractère d'aporie ou d'impasse est pour cela de cheminement, car le philosophe chemine justement parce qu'il est engagé dans une impasse. Sa condamnation a une forme noble d'errance qui s'appelle histoire ou qui s'appelle parfois devenir. Le philosophe dit que l'existence est une comédie, voyez Nietzsche, que le tragique est joyeux, mais ce sont les idéaux, je pense, d'un grand obsédé de l'existence souffrante ou tragique. Il philosophe pour l'exorciser, mais comme il lui emprunte pour l'essentiel ses moyens, l'autre le dépassement, il est inévitable qu'il retourne à la tragédie. De là, je crois, des affects ambigus et des définitions qui, souvent, ne sont qu'économiques et utilitaires, parce qu'elles proposent, au fond, d'user de la philosophie pour combattre le mal ou l'imperfection qui sont supposés omniprésents.
La philosophie, ce serait le besoin de philosophie, comme disent certains. Hegel, Heidegger, etc. Schopenhauer, ce serait l'intérêt de la raison à elle-même, Kant. Ce serait le soin mis à la pensée, Wittgenstein. Le souci pour l'être, Heidegger. La joie mais tragique, Nietzsche. L'affirmation, mais affirmation du nihilisme. Le philosophe est à sa manière, vous le voyez, sinon un chevalier à la triste figure, il n'en a pas la mélancolie, du moins un héros qui a décidé de détourner son regard du spectacle le plus horrible. Certes, le philosophe porte toute chose à sa forme supérieure, c'est là sa grandeur et sa gloire. Il intériorise, il surmonte la nausée ou la mort. Quelle fête est cela, cependant, si elle s'accomplit dans le besoin plutôt que dans le luxe, dans la thérapeutique plutôt que dans la santé, et finalement dans le calcul économique, car il y a un calcul dans l'opération philosophique, plutôt que dans la générosité et dans le don. Je pense qu'on ne peut se cacher que l'expérience fondamentale de la philosophie est celle de la rareté. Cela peut paraître bizarre, mais même sa générosité est fondée sur la rareté. Pourquoi ? Pourquoi la rareté ? Parce qu'il y a toujours, selon la philosophie, deux contraires en lutte qui veulent s'approprier une unique unité. Cette unité, elle est partageable ou elle est supposée partageable, mais plus profondément, elle est supposée impartageable, puisque c'est une unité, justement. Une division ainsi doit être faite, mais une division sur un donné qui, en son retranchement ultime, si je puis dire, refuse cette division. Ce partage en est donc à peine un, et dès qu'il sera fait, dès qu'il sera opéré, il sera immédiatement inhibé. Partage impossible. Alors, s'il est impossible, comment ne se continuerait-il pas par une guerre sans merci entre les rivaux en présence ? La philosophie est une guerre de position, et comme on dit, de position philosophique, justement. Je crois que c'est là un secret qu'il n'est même pas nécessaire de divulguer. Tous les philosophes l'ont remarqué, bien qu'en se le cachant plus ou moins. Soit ce syllogisme, qui n'est peut-être pas un sophisme, qui est simplement curieux. La rareté, c'est la guerre. Or, la paix philosophique est rare et fondée sur la rareté. Donc, la paix philosophique, c'est aussi la guerre. On peut seulement dire que, pour l'instant, et telle que les philosophes la pratiquent trop souvent, mais telle qu'ils la pratiquent spontanément, par contre, je dirais que la philosophie, c'est encore la guerre. La philosophie est seulement, pour l'instant du moins, la continuation des guerres, et des fêtes ordinaires d'ailleurs, avec d'autres moyens. La philosophie ne serait-elle alors qu'une demi-fête, encore pleine d'arrière-pensée et pleine d'arrière-joie ? Comment la libérer de sa retenue ou de sa réserve ? Eh bien, je suggère l'hypothèse suivante, et cette hypothèse n'est peut-être pas une thérapeutique nouvelle, une thérapeutique supplémentaire de la philosophie, et peut-être n'est-ce pas tout à fait une philosophie au sens ordinaire. Cette hypothèse est la suivante. Il suffirait, pour enlever à la philosophie sa réserve ou sa retenue, il suffirait de pouvoir montrer que celui qui éprouve de la joie à la philosophie, c'est-à-dire l'homme, tout en étant capable de la recevoir, ne tombe pas à son tour sous l'opération philosophique essentielle, c'est-à-dire sous la division, qu'il n'est pas un donné rare et à partager, que l'homme n'est pas un enjeu économique, l'enjeu d'un calcul, fût-ce d'un calcul de pensée, que, comme sujet du philosophé, il n'est pas en même temps l'un de ces objets, car les objets, par définition, sont toujours analysables, divisibles. Finalement, que l'homme ne tombe pas sous la législation de la décision philosophique. Il suffirait de montrer, autrement dit, que l'on peut philosopher à propos de tout dans le monde, sauf de l'homme. Justement parce que c'est l'homme qui philosophe. Voilà sans doute possible, vous vous en êtes aperçu, une hypothèse dirigée contre les Grecs et contre leur usage à eux de la philosophie, usage qui est encore le nôtre. Les Grecs, pour qui l'homme était inséré dans le monde, ordonné à la cité et à la justice, et par conséquent à la philosophie,
car la philosophie était l'organisation et l'économie du monde, de la cité et de la justice. Les Grecs, et d'ailleurs tous les philosophes, ou à peu près tous les philosophes, ont un concept et une expérience pour dire cette consistance qui refuse toute division, et à laquelle je propose donc de recourir pour définir l'homme, plus précisément pour définir l'essence de l'homme. Ils appellent cela l'unité, justement, mais pas l'unité des choses, pas l'unité des objets, pas l'unité qui est lisible à même un objet donné dans la perception, par exemple. Mais c'est l'unité supérieure, non pas l'unité catégoriale, mais l'unité que l'on va appeler transcendantale. L'unité qui assure finalement, chez les philosophes, la fermeture de la totalité des choses. L'unité ou l'un. Alors, je prolongerai mon hypothèse en disant que les philosophes, la plupart d'entre eux depuis les Grecs, mais pas tous, n'ont peut-être pas aperçu que c'était l'homme qui se cachait en réalité sous l'un lui-même, que c'était lui le vécu le plus réel, celui que rien, aucune opération, même une opération philosophique, ne peut entamer, ne peut diviser ou différer. Et par conséquent, que l'homme, c'est-à-dire l'un, mais l'un comme individu, et je prends individu en un sens très littéral, c'est-à-dire comme rigoureusement indivisible, ne se confond pas du tout, contrairement à ce qu'il croit, avec l'objet, ni même avec la totalité des objets qui est le monde, c'est-à-dire avec la sphère de ce qui est divisible. Il faudrait ici reprendre au fond ces grandes catégories ou ces grandes essences que Platon a très bien discernées, l'essence du divisible et l'essence de l'indivisible. Et, à la différence de Platon, suggérer et démontrer d'une certaine manière que ces deux essences ne se confondent pas, que l'essence du divisible vaut d'abord pour les objets, pour le monde, et pour tout ce qui se donne dans l'extériorité par rapport à l'homme, mais que l'essence de l'indivisible vaut essentiellement de l'homme, et que c'est l'homme qui apporte dans le monde, et peut-être hors du monde ou en marge du monde, une réalité que rien ne peut détruire ou défaire. Je veux parler de l'essence de l'homme, bien entendu. Voilà l'argument, l'hypothèse. On passera ici évidemment sur sa démonstration. Pour démontrer cette hypothèse, il faudrait réfléchir très longuement, analyser, décrire ce que la philosophie a entendu par unité ou par un, et essayer de montrer que l'unité des supérieurs, l'unité transcendantale des philosophies, a été en général conçue comme un mélange, comme un mixte de division et d'indivision, de transcendance et d'immanence. Et il faudrait, par opposition à cette définition philosophique de l'un ou de l'unité, suggérer que l'indivision doit être donnée déjà par elle-même et de manière complète et suffisante avant d'être mélangée à la division. La philosophie, sur cette base-là, c'est-à-dire sur la base d'un homme qui agence la philosophie, qui joue avec elle, mais d'un homme qui ne tombe pas sous les opérations de division qui sont les opérations de la philosophie, eh bien, celle-ci peut maintenant devenir, je pense, une fête sans réserve. Car alors, elle ne consistera plus à se remémorer, et à se remémorer de manière interminable, que l'on est et que l'on a à devenir philosophe. Je dirais que, d'une certaine manière, on n'a pas à devenir philosophe, mais on a à recevoir la philosophie et à la travailler et à la transformer. La philosophie est faite pour l'homme et non l'homme pour la philosophie. Cela veut dire qu'elle vient après lui, et lui vient avant elle, mais de telle sorte que c'est avant l'homme et que c'est après la philosophie, ne soit pas échangeable ou réversible, ne soit pas permutable, c'est-à-dire que la philosophie ne vienne pas avant l'homme et l'homme après la philosophie. Je dirais que c'est l'homme qui légifère sur elle, pas l'inverse. L'existence fait plus que précéder l'essence, elle précède la philosophie elle-même comme théorie de l'essence. Contre l'usage grec de la pensée, il serait permis alors de dire que seul l'homme n'est pas l'un des enjeux de la philosophie, que sans être pour cela d'ailleurs un empire dans un empire ou une exception, il ne tombe pas de toute façon sous l'empire de la philosophie puisqu'il la précède. L'homme n'est pas une exception à la philosophie puisqu'il précède justement la philosophie. Il n'a donc pas à identifier à elle son destin, son avenir, son sens ou sa vérité.
il n'a pas même à lui accorder un sérieux, une gravité tragique. On peut se demander d'ailleurs s'il n'y a pas une sorte de narcissisme de la philosophie. En général, elle s'est prise pour la réalité, du moins pour la moitié de la réalité. Ce qu'il fallait lui ajouter, c'est-à-dire le sens, la vérité, la valeur, ce qu'il fallait lui ajouter pour qu'elle soit elle-même, pour que la réalité devienne ce qu'elle est. Par exemple, pour qu'elle se réalise à travers l'histoire ou à travers la pédagogie de l'âme, etc. N'y aurait-il pas là comme une sorte de paganisme propre à la pensée, une sorte de manque de piété? En tout cas, une illusion que Kant aurait d'ailleurs baptisée une illusion transcendantale. Mais Kant attribuait cette illusion à la seule métaphysique, pas à toute la philosophie, en tout cas pas à la philosophie critique, alors qu'ici on tente d'étendre cette illusion transcendantale à toute l'opération philosophique. De là peut-être un certain ressassement chez les philosophes, il faut bien l'avouer, parfois un dégoût de soi-même, une satiété doublée d'impuissance et de paralysie en face du monde. Je crois que ce sont là des symptômes absolument évidents qui traversent toute l'histoire de la philosophie, qui affectent tous les philosophes à peu près sans exception. Chez tous les philosophes, on découvre toujours un grand dégoût, une grande satiété, une grande impuissance et une grande paralysie en face du monde. En même temps, c'est vrai qu'une attitude héroïque. Je crois qu'il y avait beaucoup de folie, il y avait beaucoup d'excès, d'ivresse, il y avait beaucoup de transgression, on a dit, dans la philosophie. Et d'ailleurs, les philosophes eux-mêmes l'ont remarqué. Mais il y avait aussi beaucoup de réserve, beaucoup de dégrisement, beaucoup de nihilisme. Cette contradiction, ce conflit intime, se résout la plupart du temps dans une guerre incessante avec soi, avec le monde, d'où la nécessité d'ailleurs de répéter ou de reproduire, qui est celle de la philosophie. Les philosophes veulent la fête, bien entendu, la fête de la pensée. Mais ils veulent aussi la répétition de la fête, d'où parfois leur exténuation, d'où parfois leur fatigue ou leur dégoût, leur nihilisme. Trop longtemps peut-être, nous avons reçu la philosophie comme les Grecs l'ont reçue, avec le monde et la cité, avec la justice et le langage, et dans le prolongement de ces grands objets universels. Et dans ce cas, nous avons reçu la philosophie comme la forme excellente de ces objets et de ces savoirs. La philosophie, en effet, ce n'est pas la politique ordinaire, mais c'est une politique supérieure à la politique. Ça n'est pas une science ordinaire, mais c'est la science supérieure aux sciences empiriques. Ça n'est pas un droit ordinaire ou une justice quotidienne, mais c'est le droit et la justice supérieurs à ceux de ce monde et à ceux de cette cité. Trop longtemps, au fond, nous avons peut-être partagé cette croyance, la croyance grecque, que l'homme est né de l'esprit de la philosophie, qu'il est donc né après elle, qu'il est toujours précédé par elle, qu'il doit donc engager dans celle-ci son destin et sa vie, qu'elle aurait tous les droits sur la réalité et aussi sur soi, qu'elle ne dépendrait que d'elle-même et de son autolégislation. Eh bien, je crois que cette croyance, qu'il faudrait appeler peut-être la foi philosophique spontanée ou naïve, une sorte de philocentrisme, comme croyance à soi comme au réel, eh bien cette croyance qui est propre à la philosophie, du moins dans son usage spontané ou grec, peut-être faut-il la limiter. Vous venez d'entendre un cours de M. Laruelle, professeur de philosophie à l'Université de Paris X Nanterre.